Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute, au cours duquel nous aurons le plaisir d'échanger sur les nouvelles tendances dans la fourniture des services de mobile money en Afrique. Donc, pour planter un peu le décor, il est important de rappeler il est important de rappeler en fait quelques données essentielles issues du dernier rapport de la GSM Association intitulé Le Point sur le secteur des services de mobile money dans le monde en 2023. Alors, première donnée importante, c'est que le continent africain a atteint en 2022 un total de 836 milliards de dollars de transactions par an, ce qui représente deux tiers du total de l'ensemble de l'industrie mondiale qui est de 1260 milliards de dollars. Une autre donnée importante, c'est que le nombre de fournisseurs actifs de services de mobile money à fin 2022 était de 315 dans le monde et on en dénombrait plus de la moitié en Afrique, soit un total de 166 fournisseurs. Enfin, le nombre de comptes de mobile money enregistrés dans le monde en 2022 était de 1,6 milliard, dont 781 millions en Afrique, avec un taux d'activité d'environ 30%. Certes, ce n'est pas un secret, ce n'est plus un secret pour personne que l'Afrique est le continent sur lequel l'industrie du mobile money est la plus florissante, mais il est quand même important de mettre en évidence quelques nouvelles tendances sur le continent. Alors, la première parmi ces nouvelles tendances, c'est que si la croissance de l'ensemble du secteur en Afrique a pendant plus d'une dizaine d'années, été tirée par la région Afrique de l'Est, force est de constater qu'elle est désormais tirée par la zone Afrique de l'Ouest, qui a enregistré le nombre le plus élevé de nouveaux comptes, avec en tête la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, suivis de près par le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Et ceci est principalement dû au doublement du nombre d'agents marchands dans la région, qui est passé de 2,4 millions en 2021 à 6,4 millions en 2022, à la faveur de l'apparition de nouveaux acteurs comme les Payment Service Bank au Nigeria ou encore d'une nouvelle catégorie d'émetteurs de monnaie électronique non affiliés à un opérateur de réseau mobile ou à une banque au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Une nouvelle tendance également observée, c'est la baisse importante des retraits d'espèces, donc du cash out, au profit de transactions entièrement digitalisées. Et ceci s'explique par une forte croissance des paiements de factures, environ 36% en 2022, devenant ainsi le troisième type de transaction le plus utilisé après le peer-to-peer, le transfert de personne à personne. Et il y a également une tendance qui a été observée, c'est une forte croissance des transactions d'interopérabilité. Je veux parler notamment des transactions de type bank to wallet. Une autre tendance qui est observée, c'est un réaménagement des politiques tarifaires des opérateurs, c'est-à-dire que le marché a évolué vers une tarification au pourcentage et vers une annulation des frais de retrait en espèces pour les clients. On peut aussi noter un réaménagement de la politique de commissionnement des agents marchands qui sont désormais rémunérés sur des volumes et non plus sur les transactions. On a également noté beaucoup d'efforts des opérateurs pour pouvoir faciliter, pour pouvoir créer des parcours clients beaucoup plus conviviaux, et ceci à travers l'introduction des applications mobiles, à travers des innovations telles que l'introduction des applications mobiles, des QR codes, des cartes QR, etc. Et on note également un plus grand recours à l'intelligence artificielle et au machine learning. Donc, sur ce webinaire, nous avons le plaisir de recevoir d'éminents acteurs de l'écosystème du mobile money en Afrique de l'Ouest qui nous aideront à mieux comprendre comment s'expliquent ces nouvelles tendances. Donc, sur ce, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Donc, nous avons le plaisir de recevoir sur ce webinaire M. Amadou Bra Adamou, qui est le directeur d'Airtel Money Niger. Monsieur Adamou, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci beaucoup, Maxime. Est-ce que vous pouvez Merci. nous dire très rapidement un petit mot sur Airtel Money Niger? En 30 Ben, secondes, s'il vous plaît. merci beaucoup, Maxime. Airtel Money Niger a été lancé en 2009. Donc, c'est le premier, quand même, fournisseur de services de mobile money au Niger. Donc, avec notre service qui s'appelait ZAP en 2009. Donc, Airtel Money Niger, aujourd'hui, déploie des services donc de mobile money, aussi des API pour toute la communauté FinTech.
Aussi, nous sommes partenaires aujourd'hui des banques sur le marché nigérien et on est le premier opérateur à avoir eu la licence d'émetteur de monnaie électronique au Niger. Merci, merci, Monsieur Adamo. Nous avons également le plaisir de recevoir sur ce webinaire Monsieur Wali Diouf Diédiou, qui est expert en agency banking et en inclusion financière. Il est basé au Sénégal. Wali, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Et je précise également que Wali est le président de l'association Digital Frontier Sénégal. Wali, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci Maxime, bonjour à tous. Un honneur d'être présent ici et de partager nos connaissances avec vous. Merci. Merci Wali. Merci Wali. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous faites et également nous parler de l'association Digital Frontier Sénégal? Merci Maxime. Sur le plan professionnel, comme tu l'as mentionné, je suis consultant indépendant en agency banking et inclusion financière. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur le parcours, mais je vais plutôt shifter rapidement sur l'association dont je suis président. Donc, l'association Digital Frontier Sénégal regroupe les alumni de DFI au Sénégal. Et ce dernier a été créé depuis 2019 et regroupe l'ensemble des alumni de DFI au Sénégal. Comme la plupart des associations, cette association fait partie de l'Alliance Digitale Frontière globale et nous contribuons à l'inclusion financière et participons à l'inclusion financière au sein de notre pays. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je m'arrête là. Merci Wali. Donc, pour boucler le tour de ce panel, nous avons également le plaisir de recevoir Monsieur Cheikh Tidiane Sarr, qui est le directeur de Orange Finance Mobile au Sénégal. Monsieur Sarr, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, échanger et partager. Donc, merci de m'avoir invité à ce panel avec Merci, Monsieur Sarr. D'aussi brillantes personnes. Merci, Monsieur Sarr. Un peu comme vos prédécesseurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter un tout petit peu Orange Finance Mobile? Alors, Orange Finance Mobile Sénégal, c'est l'émetteur de monnaie électronique du Sénégal. Donc, comme vous savez, le groupe Sonatel est présent dans 5 pays, dont 3 de la zone UEMOA. Et donc, nous avons des émetteurs de monnaie électronique au Sénégal et au Mali notamment, ainsi que dans d'autres pays. Donc, nous commercialisons les produits et services autour de la marque Orange Money depuis 2010, donc depuis maintenant 13 ans au Sénégal et au Mali d'ailleurs, et depuis 2008 en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait 15 ans maintenant. Orange Money est une offre vraiment pionnière dans la zone en Afrique francophone sur le développement du mobile money, de la monnaie électronique et de l'inclusion financière. Merci, Monsieur Sarr. Donc, avant que nous puissions lancer la discussion, j'aimerais rappeler quelques consignes à l'endroit des participants. C'est que d'abord, que ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Nous aurons une conversation qui durera environ 1 heure et nous allons consacrer environ 15 minutes pour recevoir les questions de nos chers participants. Donc, sans plus tarder, je m'en vais lancer la discussion en commençant par le DG, par M. Amadou Bra Adamou, qui est le DG de Airtel Money Niger. Alors, la première question est de savoir comment évolue le marché du mobile money au Niger, en sachant que le taux global d'inclusion financière du pays reste assez modeste, environ 20%, et que pendant longtemps, les sociétés de transfert d'argent ont facilité les transactions financières des populations non bancarisées sans qu'il ne soit nécessaire de détenir un compte. Donc, dans quelle mesure les Nigériens adoptent-ils désormais les services de mobile money? Monsieur Adamou, vous avez la parole ici. Ok, merci Maxime. Effectivement, comme tu l'as si bien dit,
Le taux d'inclusion financière au Niger, jusqu'en 2022, tourne autour de 16% dans sa globalité. Aujourd'hui, on a le taux le plus bas de la zone. Et à travers ce ranking, on a tenu des assises avec les autres acteurs parce que sur le marché nigérien, il n'y a que 3 opérateurs aujourd'hui qui fournissent les services de mobile money au Niger. Les sociétés de transfert d'argent facilitaient vraiment les transactions financières aux populations nigériennes non bancarisées à travers leur modèle économique. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on a remarqué sur le marché un changement. Le changement qui vient par la naissance d'autres acteurs sur le marché, notamment si je prends la communauté des fintech aujourd'hui, qui propose aujourd'hui des solutions intégrant le mobile money, donc des applications qui facilitent les transactions financières à travers le mobile money. Et aussi les sociétés de transfert d'argent aujourd'hui qui ont lancé, on a à peu près 4 ou 5 sociétés de transfert d'argent. Et parmi les 5, on a 4 qui ont lancé des applications et leur service mobile money sans avoir la licence, mais qui facilitent les transactions financières de personne à personne. Et au Niger, depuis 2009, avec l'avènement du mobile money au Niger, l'utilisation principale qui est faite du mobile money était à 90% centrée sur les paiements de factures. Et de plus en plus, d'autres services voient le jour avec les différents acteurs qui essaient d'innover en amenant des services, notamment tout ce qui est des paiements en ligne, en s'associant avec des fintechs. Si je me rappelle bien, le premier site de e-commerce qui a été lancé avec une société d'État qui est Nigerpost, qui a lancé son site e-commerce sur le marché. Et après cela, beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs de la place commencent à lancer des services de paiement en ligne. Et après cela, il y a eu aussi d'autres services qui voient le jour, notamment des partenariats que les opérateurs ont signés avec les sociétés tierces dans les autres pays pour tout ce qui est transfert d'argent via le mobile, donc de compte à compte. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, de la monnaie électronique, je peux l'envoyer au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, on a tissé des partenariats pour fluidifier les transactions financières avec les autres pays et aussi amener d'autres nouveaux services. En dehors de ça, aussi, on a créé un écosystème intra pour faciliter tout ce qui est paiement marchand au niveau de l'écosystème et aussi des partenariats stratégiques qui ont été tissés avec certains acteurs clés, notamment les STA, les sociétés de transfert d'argent, pour faciliter aujourd'hui les transactions ou bien l'accès aujourd'hui aux produits du mobile money au niveau du réseau de ces sociétés de transfert d'argent. Si je peux parler, par exemple, du partenariat que Airtel Money a signé avec Alisa Transfert d'argent, où aujourd'hui, ils ont à peu près plus de 1000 agences à travers le pays, où les clients Airtel peuvent aller au sein de ce réseau. C'est leur réseau pour accéder à des services de dépôt ou bien faire des retraits d'argent. Et un autre phénomène qui est arrivé il y a à peu près 2 ans, ces mêmes sociétés de transfert d'argent aujourd'hui ont intégré sur leur application des services mobile money ou bien des services aussi que nous, opérateurs de téléphonie mobile, proposent à nos clients, notamment tout ce qui est paiement, tout ce qui est collecte de fonds aujourd'hui qu'on propose sur le marché. Donc, il y a vraiment tout un portfolio qui fait en sorte que aujourd'hui, on voit une tendance vraiment grandissante à l'image de ce qui se passe dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, où on voit que le nombre de comptes augmente, le nombre de transactions augmente, les nombres de points de vente aussi sont en train d'augmenter avec le concours aussi de l'État via un gros projet vraiment piloté par une entité de l'État. Donc peut-être bien, je viendrai
plus en détail dans l'apport aussi de l'État dans l'inclusion financière, dans l'augmentation du taux d'inclusion financière au Niger. Merci, Monsieur Adamou. Justement, c'est un point qui nous intéresse particulièrement. Donc, tout à l'heure, on va revenir là-dessus, sur, voilà, quel est cet apport, en fait, que l'État nigérien, quel est l'apport, en fait, de l'État nigérien dans, en fait, toutes ces démarches qui visent à améliorer l'inclusion financière au Niger. Maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Sarr, le DG d'Orange Finance Mobile. Alors, ce qu'on a remarqué au niveau du Sénégal, c'est que ces dernières années, il y a une transformation très rapide du marché du mobile money, avec beaucoup d'innovations visant à améliorer les parcours clients avec des applications mobiles en lieu et place du canal USSD, l'introduction des cartes QR pour les clients qui ne disposent pas de smartphone, ou encore la généralisation de l'usage du QR code au point de vente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur toutes ces innovations qui visent à améliorer les parcours clients et aussi et aussi mettre un peu l'accent sur l'incidence que toutes ces innovations sur l'adoption du mobile money au Sénégal? Merci, Maxime. C'est une question extrêmement intéressante. Orange Money s'est appuyé sur l'innovation depuis le début. Donc, je le disais tantôt, le service a démarré en Afrique de l'Ouest en 2008 en Côte d'Ivoire et au Sénégal en 2010, lorsqu'on a lancé le produit. Et à l'époque, si vous vous rappelez bien, tout le marché, c'était un marché cash-to-cash. C'est-à-dire que les gens envoyaient de l'argent et les wallets étaient au niveau des points de vente, des points de distribution des agents. Et les clients finaux n'avaient pas de wallet en tant que tel. Ça a été le cas pendant longtemps. Et la première innovation, c'était d'abord le concept même de mettre à disposition un porte-monnaie électronique et de le rendre populaire. Bien entendu, cela a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, parce que de 2010 à 2015, on était dans ce travail de pédagogie-là autour même du mobile money en lui-même. Et il a fallu pour ça donner du sens. Donner du sens aux utilisateurs pour qu'ils voient l'utilité que ce service peut avoir dans leur vie. Et ce sens, c'est d'abord construit par un écosystème de services. Donc, tout à l'heure, Amadou parlait du P2P, qui était le service de base, hein, qui devait venir un peu, à la limite, être une substitution au cash-to-cash. Puis, très rapidement, en 2012, on a lancé le paiement de facture avec Sénélec. Et après, le paiement de facture est parti. Ensuite, on a lancé le paiement marchand en 2013. On a lancé la première offre de bank to wallet avec B6 en 2015, si je me trompe, 2014, oui, si je ne me trompe pas. Et donc, on a passé 5 ans à construire l'écosystème de services pour que ce soit pertinent aux yeux des gens. Donc, l'innovation a commencé dès le début sur le mobile money. Puis, nous sommes passés EME, donc établissement de monnaie électronique en 2016. Et là, il fallait faire beaucoup plus d'innovation sur les parcours clients, notamment à cause des contraintes réglementaires qui étaient attachées depuis 2015 au statut des EME. Et cela a constitué quand même un pas majeur, parce que ça a rajouté une forte dose de sécurité dans ce que nous faisons. Notre engagement a toujours été de permettre à des millions de Sénégalais de faire des transactions financières sans se déplacer et de donner accès à cette révolution à tout ce que le système bancaire classique excluait de l'écosystème financier. Cela s'est fait autour de l'innovation technologique, de l'innovation autour de la conformité, de l'innovation autour du réseau de distribution, mais surtout avec énormément de pédagogie et de proximité sur le terrain. Tantôt, Maxime, tu as parlé de l'USSD, qui est une technologie quand même, on l'a vu récemment au Sénégal avec les événements malheureux qui se sont produits, qui se révèle être une technologie encore toujours utile, parce que ça a permis quand même, lorsque l'Internet a été coupé, de permettre une poursuite du service public sur le mobile money et donc de permettre aux gens de continuer à utiliser la monnaie électronique. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un écosystème où il y a beaucoup plus
de digitalisation du fait de la smartphonisation du marché. Donc, les acteurs télécoms ont vraiment poussé pour que le taux de pénétration des smartphones, qui à l'époque était autour de un peu moins de 20%, et qui aujourd'hui dépasse les 70%, les 75% même au Sénégal. Et ça donne un lit assez intéressant pour tous les acteurs du mobile money, mais aussi toutes les fintechs, pour faire encore plus d'innovation. Et c'est là où c'est intéressant, parce que d'une innovation directement dédiée et produite par nous-mêmes, nous passons à une innovation de partenariat, une innovation d'écosystème. Et cette innovation d'écosystème-là, bien entendu, se fait autour des assets digitaux. Le premier étant l'application mobile, qui a connu beaucoup d'évolutions et qui va continuer à en connaître. On connaît tous les tendances dans le monde autour de cette digitalisation de l'écosystème. Nous y travaillons fortement et je pense que très bientôt, nous aurons encore des innovations sur ce plan-là annoncées au marché. Nous avons également beaucoup travaillé sur les offres d'interopérabilité. La première offre d'interopérabilité Sud-Sud a été créée en 2013 avec Orange Money Mali, Orange Money Côte d'Ivoire. Et en 2014, on a rajouté RTL Burkina à l'époque, qui est devenu Orange Burkina aujourd'hui. Et ça a commencé à casser les frontières pour les commerçants et à renforcer l'inclusion régionale. Puis nous avons ouvert les passerelles avec les banques au-delà de B6 qu'on a eu en 2013, donc 2014, excusez-moi. Il nous a fallu quand même attendre 2 ans pour avoir une deuxième banque quand on est passé EM, donc avec EcoBank. Et depuis lors, aujourd'hui, on a une quinzaine de partenariats avec des institutions financières pour faire de l'interopérabilité pour les clients finaux, les partenaires marchands et les partenaires distributeurs. Cette offre Bank to Wallet-là a encore connu un pas supplémentaire avec le partenariat que nous avons noué avec CBAO. D'habitude, ça se faisait depuis les assets de l'opérateur mobile money. Pour cette fois-ci, on l'a fait depuis l'asset de la banque, ce qui est une première, une grande nouveauté, une grande innovation aussi en termes de facilitation des parcours clients. Donc, tous les clients CBAO, par exemple, depuis l'appli CBAO mobile, aujourd'hui, peuvent utiliser l'appli CBAO mobile pour approvisionner leur compte Orange Money. Et d'ailleurs, approvisionner n'importe quel compte Orange Money. Et là aussi, c'est une autre innovation parce que c'est du Bank AnyWallet, mais partant de la banque, parce que c'est la banque qui possède de l'asset digital. Si on était resté sur l'asset purement monnaie, on n'aurait pas pu faire cela. Donc ça, c'est une innovation quand même assez importante dans la facilitation des parcours. Parce qu'au Sénégal, le taux de bancarisation est de 20%, net est de 20%. Lorsqu'on a rajouté le mobile money, on a fortement progressé de 20 à 60 et aujourd'hui à plus de 80. Et ce delta-là entre les bancarisés nets et les autres, il faut que ceux qui ont des comptes bancaires puissent facilement aider à inclure ceux qui n'en ont pas dans l'écosystème du mobile money et dans l'écosystème des services financiers en général. Donc, on a à peu près 2 millions d'adultes au Sénégal qui ont des comptes bancaires. Et c'est extrêmement important que ces 2 millions d'adultes-là puissent utiliser facilement leur porte-monnaie électronique en lien avec leur compte bancaire. Et cette innovation-là qu'on va généraliser à d'autres banques très bientôt est une innovation qui participe beaucoup de cela. Mais il y a un secteur qu'on oublie. Vous savez, l'économie africaine en général est très informelle et celle du Sénégal l'est tout autant. Les chiffres de la direction des impôts annoncent 97% de structures informelles. Et donc, quand on parle d'inclusion financière et d'innovation sur les parcours, il y a donc des exclus financiers, mais qui sont des exclus B2B, des exclus pro, des professionnels, qu'il faut inclure et qu'on avait plus ou moins négligé au profit de l'inclusion des clients finaux. Maintenant que cette inclusion des clients finaux a connu de grands pas, donc il y a de grosses innovations qui se font pour les entreprises qui utilisent le mobile money. L'une d'entre elles a été bien entendu le paiement marchand, qui était lancé en 2012 au Sénégal et qui s'est digitalisé depuis 2019. Mais ce paiement marchand-là ne touchait pas les informels. Il a fallu aller chercher ces informels-là et les mettre dessus pour qu'ils encaissent. Parce que ce sont chez ces informels-là que la majorité des paiements quotidiens se font. La deuxième chose, c'est les acteurs informels qui travaillent dans des entreprises semi-formelles ou totalement informelles et qui recevaient le salaire en cash. Là aussi, pareil, donc du paiement de salaire depuis 2016 ou 2017 et qui se bonifie chaque année et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir
des centaines de partenariats autour de ça et de payer des centaines de milliers de salaires chaque mois. Cette offre-là, d'ailleurs, est utilisée par l'État pour payer des dons, des subventions, etc. Et je ne peux pas terminer sans parler d'écosystème, d'innovation par l'écosystème, sans parler des API, bien entendu. Nous avons mis en place depuis maintenant 5 ans, depuis 5 ou 6 ans, un système où nous avons exposé nos API pour permettre à l'écosystème des fintech au Sénégal d'innover autour de nos API. Ça a été un chemin long, un chemin difficile, parce que notre statut d'EME nous impose beaucoup de prudence en termes de conformité et de sécurité. Mais on y a beaucoup cru, on a beaucoup travaillé dessus et depuis 2 ans maintenant, on a une industrialisation de ces API-là avec des centaines de partenaires API qui génèrent des dizaines et des dizaines de milliards de flux chaque mois et qui innovent tous les jours, qui créent de nouveaux services pour faciliter les parcours clients, pour renforcer l'inclusion, pour aussi ouvrir de nouvelles perspectives et élargir le marché après ça. Donc, pour ne pas être long, c'est peut-être ce que je peux dire sur cela, en soulignant le fait que ces partenariats nous ont permis de lancer la première offre Pico Crédit au Sénégal avec le partenaire Mbaoba. Justement, nous allons peut-être rester sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur cette nouvelle offre de Pico Crédit, voilà, que vous avez lancée avec Baobab? On aimerait savoir en fait euh, en quoi est-ce qu'elle vous a permis de pouvoir acquérir de nouveaux clients. Effectivement, c'est bon, le Pico Crédit. On connaît tous le succès que M-Shwari a eu au Kenya, même si ce succès a été un peu mitigé ensuite par justement le taux d'endettement qui a explosé. Et ça, c'est un vrai problème. Nous parlons d'une couche vulnérable, hein, donc une couche qui est très exposée, très vulnérable, qui a des revenus pas tout le temps réguliers. Et la Banque centrale a beaucoup travaillé avec nous pour rendre cette offre possible. Je ne trahirai pas de secret en disant que les premières discussions avec Baobab, qui était microcrédit à l'époque, ont démarré en 2015. Et l'offre n'a été lancée qu'en 2021. Donc, vous avez vu le temps que ça a pris pour rassurer la Banque centrale sur le fait que nous protégions correctement les consommateurs avec cette offre-là. Et c'est une offre qui a tout de suite été plébiscitée par le marché parce qu'on a eu un gros rush des clients dessus. C'est une offre qui permet de faire du crédit instantané, sans dossier, sans paperasse, sans se déplacer, à des populations qui peuvent l'utiliser pour renforcer leur capital et augmenter plus vite la croissance de leur business. Je pense à nos bonnes dames qui vendent au marché, je pense à nos frères marchands ambulants qu'on voit, qui posent maintenant des tables, qui quittent la route pour aller se poser parce que maintenant ils ont du working capital. Et je pense aussi aux pères de famille qui, c'est la rentrée des classes, veut un petit coup de pouce le temps que les choses puissent s'améliorer de son côté. Donc, c'est ça, et c'est ces usages-là que nous avons essayé de faciliter autant que possible pour que les gens puissent se l'approprier. Aujourd'hui, nous avons des améliorations en cours dessus avec le partenaire Baobab lié au parcours client. Et nous travaillons également avec d'autres partenariats en cours hein, sur cette offre-là. Vous avez dû voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Orange Bank, donc l'offre Tic-Tac qui connaît un succès fulgurant là-bas aussi. Qui fait d'ailleurs en Côte d'Ivoire, c'est notre meilleur cas d'école, hein, qui fait plus d'1 million de clients actifs donc, dessus. Et donc, nous pensons que accompagner le marché sénégalais dans des usages qui leur permettent de pouvoir avoir du working capital pour cette cible informelle-là, avoir un coup de pouce quand on est un peu loin de la fin du mois, quand on a une rentrée d'argent qui devait venir, qui n'est pas venue, ou on a une grosse surprise, on pense que c'est quelque chose de déterminant pour continuer à renforcer l'inclusion et élargir le périmètre au-delà du cash-in, cash-out P2P, qui constitue le mainstream de nos marchés quand même jusqu'à présent. Merci, M. Sarr. Je crois que nous avons quand même eu pas mal d'informations sur toutes ces innovations en fait, qui sont apportées au niveau du marché sénégalais de façon générale et plus particulièrement
au niveau d'Orange Finance Mobile. Je vais me tourner maintenant vers notre consultant sur le panel, vers Wally Diouf, Diédhiou, pour recueillir en fait vos appréciations voilà, sur l'évolution du marché du mobile money en général au Sénégal, plus particulièrement sur votre point de vue sur l'amélioration des parcours clients, sur le développement de l'inclusion financière. Et il y a aussi une tendance sur laquelle j'aimerais recueillir votre appréciation. On aura observé quand même sur le marché sénégalais une guerre des prix qui est pratiquée par les opérateurs, en tout cas sur le marché du mobile money. Donc, nous aimerons recueillir vos appréciations par rapport à ces différents points. Merci. Merci Maxime. Et avant de venir à la question posée, peut-être rappeler juste que partant du rapport du GSMA, on note facilement que le taux d'activité en Afrique de l'Ouest est ressorti à 30%. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, lead les transactions au niveau mondial. Mais j'aimerais faire un focus beaucoup plus sur l'activité des agents bancaires. Notamment, on remarque facilement que les agents enregistrés sont passés de 2,4 millions à pratiquement 6,4 millions. On voit facilement que, en ce sens, la plupart des marchés d'Afrique de l'Ouest est drivé par le réseau d'agents. Donc, si on regarde par rapport au Sénégal, c'est la même tendance. La plupart des transactions sont drivées par les transactions au guichet. Tout à l'heure, Cheikh Tidiane mentionnait le taux de bancarisation net qui est de 20% au Sénégal, effectivement. Quand on rajoute les 40% du mobile money, on voit facilement l'apport que le mobile money apporte en termes d'adoption et d'utilisation. Maintenant, revenant par rapport au contexte du marché sénégalais, une cartographie rapide nous permet de voir que ce marché sénégalais est drivé par plusieurs offres, notamment l'offre des banques. La plupart des banques aujourd'hui mettent en place des applications bancaires, ou bien utilisent le bank to wallet pour servir leurs clients et proposer à ces derniers d'utiliser le canal USSD ou bien leur application pour rembourser leur crédit ou bien retirer de l'argent. Si on regarde aussi le deuxième aspect, c'est par rapport au paiement marchand. Sur ce point, on voit que au-delà du P2P aussi, avant de passer au paiement marchand, j'aimerais mentionner qu'on a connu une baisse au niveau des coûts de transfert, sachant que la plupart des offres qui étaient jusqu'à 2020-2021 étaient basées sur les transactions par pourcentage. On a shifté à partir de 2021, à partir de 2017 du moins, avec plutôt l'arrivée de Wave sur le marché sénégalais qui est arrivé avec un modèle disruptif, je dirais, puisqu'il est arrivé avec un cash-in, cash-out gratuit et 1% de transfert facturé juste pour les clients. Donc, à partir de ce moment, on a remarqué également que la plupart des acteurs ont diminué un peu, ont rejoint un peu cette vague. Je dirais certains sont à 0,8% pour ne pas nommer Orange Money. Du point de vue du free également, on a vu que la gratuité est également prônée au niveau des cash-in, cash-out transfert. En somme, on voit que l'évolution du mobile money est en fulgurance, je dirais. Et la plupart des clients ont commencé à adopter et utiliser le mobile money. La confiance est au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'utilisation, il y a plus d'adoption. Ça veut dire également que les institutions, les efforts des institutions, que ce soit des banques, que ce soit des institutions de microfinance, la plupart des institutions de microfinance, quand on regarde, ont des projets en cours ou bien sont en train de migrer leur offre vers le bank to wallet, etc. Donc, pour revenir un peu par rapport au paiement marchand aussi, c'est principalement l'idée par Wave et Orange Money. Je pense qu'en 2021 et 2022, on a senti que le Sénégalais informel, le commerçant informel, l'entrepreneur informel commençait à beaucoup plus utiliser son porte-monnaie électronique pour accepter des paiements.
Et il était courant aussi de remarquer qu'au niveau des taxis, on voyait soit Orange Money ou bien Wave, ce qui était une bonne chose par rapport à l'évolution globale. Naturellement, ceci a été accompagné par un nouveau modèle économique qui est arrivé sur le marché, qui a également amené beaucoup de fournisseurs à diminuer ou bien à revoir leur prix. Notamment, les tarifs sont assez bas quand on regarde aujourd'hui au niveau de l'écosystème. On regarde, il y a juste la plupart des offres sont basées sur c'est juste le transfert qui est facturé, si c'est le P2P. Au niveau du paiement marchand aussi, on regarde que la plupart des offres des fournisseurs ne sont pas facturées pour le client, mais c'est facturé par contre pour le marchand. Donc, de manière générale, c'est la cartographie qu'on peut avoir dans la région, sachant que chaque acteur vient avec ses innovations. Du point de vue usage également, on peut noter que l'application ou bien le QR code également a beaucoup plus marqué les esprits, que ce soit du point de vue Orange Money ou bien du point de vue Wave. Et on a noté qu'il y a une plus grande utilisation au niveau du QR code. Les gens commencent à l'utiliser et c'est devenu des pratiques courantes. Donc, aussi bien au niveau des débiteries, je vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de restaurants qui acceptent de se faire payer par le QR code. Et je pense que de manière générale, ça a constitué une avancée énorme. Naturellement, comme tu l'as précisé également, le client, avec l'arrivée de Wave, je dirais que les cartes ont été rebattues. Le client a jubilé, mais le réseau d'agents n'a pas jubilé. Pourquoi? Parce que simplement, les agents ont vu leur commission baisser. Je rappelle qu'avant, à l'arrivée de Wave, il y a la transaction sur le volume qui est appliquée et la plupart des agents, la plupart des fournisseurs également à ce jour appliquent à peu près ou bien le même modèle de commissionnement. Et si on regarde par rapport aux agents qui étaient là depuis le début, quand je dis depuis le début, c'est depuis 2010, où on avait des agents de Wari qui étaient là avec Orange Money depuis le début. Chez Tidiane l'a mentionné tout à l'heure, de 2010 à 2015 pratiquement. Je dirais que c'est l'âge d'or au niveau des commissions. Beaucoup d'agents ont gagné énormément de commissions au niveau du marché sénégalais. Et à partir de 2016 et voire jusqu'à 2018-2019, les agents ont gagné moins. La plupart des agents ont été frustrés parce qu'estimant qu'ils mettent leur argent dans le business et qu'ils doivent gagner autant. Aujourd'hui, les commissions se sont diminuées encore, sachant qu'il y a de nouvelles offres qui sont sur le marché. En parlant de nouvelles offres, tout à l'heure également, Tidiane l'a mentionné avec Baobab, Orange Money avec Baobab, et ils ont lancé leur offre, le M-Baobab. Mais également, il y a Free qui a lancé avec Cofina leur offre légalement aussi. Donc, en somme, on peut avoir des acteurs bancaires ou bien microfinance qui nouent des partenariats avec des opérateurs téléphoniques comme Free, comme Orange, pour mettre en place les offres de nanocrédit qui sont destinées à des cibles beaucoup plus exclues ou bien pour inclure davantage ces cibles. Donc, de manière générale, ramassée et rapide, c'est ce qu'on peut retenir du marché sénégalais. Merci, Wally. J'aimerais rester sur la question du commissionnement des agents. Dans votre développement, vous avez justement bien mentionné que la tendance est à la baisse au niveau du montant des commissions qui sont proposées aux agents et donc forcément, il y a des mécontentements. Est-ce que cette tendance baissière qui s'installe dans la durée, est-ce que il n'y a pas à long terme un risque de désimplication des agents et qui aurait disons, aurait une incidence sur leur participation aux activités de mobile money, la facilitation en fait qu'ils apportent, la facilitation des transactions en fait qu'ils apportent aux opérateurs de mobile money, avec un risque d'illiquidité en fait du réseau d'agents.
Merci Maxime pour cette question. Effectivement, on note que les agents aujourd'hui sur le marché font des arbitrages. Ça veut dire que aujourd'hui, l'agent a un capital assez limité pour offrir les services de plusieurs fournisseurs. Donc, si on regarde les agents, le marché, les agents se partagent les mêmes agents. Le marché est drivé par des agents classiques. Ça veut dire quoi? Orange Money, bien Wave, ou bien un agent peut signer avec Orange Money, il signe avec Wave, il signe avec Free. Mais derrière, si on regarde du point de vue taux d'activité, l'agent fait des arbitrages. Mais il ne pourra pas servir l'ensemble des clients qui vont venir pour tous les acteurs. Donc, il regarde avant tout sa commission. Où est-ce qu'il gagne une plus grande commission? Il pourrait être tenté d'orienter chez Orange Money si tel est le cas, ou bien orienter les clients chez Wave, ou bien chez Free, ou bien un autre acteur. Donc, on voit facilement que c'est clair que ça va impacter la motivation de certains agents parce qu'on le sait tous, qu'on le dise ou pas, les agents, après tout, ils font des transactions pour gagner de l'argent. Et ça va impacter, certains agents vont, je dirais, surtout les anciens agents, vont préférer faire moins de transactions avec un acteur A plutôt qu'un acteur B et plutôt influencer le client qui va venir au niveau du point pour faire son envoi, peut-être lui dire utilise un opérateur A plutôt qu'un opérateur que c'est diminuer la motivation, ça pourrait diminuer les trafics des uns. Raison de plus aussi pour que les opérateurs aussi, je dis, rivalisent en termes d'innovation. Si on regarde l'intensité de la concurrence au niveau du marché sénégalais, il y a une vraie concurrence. On voit qu'il y a des opérateurs ou bien des fournisseurs qui proposent tout le temps des offres sur le marché pour continuer de motiver l'agent. Si je reste sur la même lancée, la dynamique du marché ivoirien, j'ai vu le mois passé, par exemple, MTN qui a proposé une nouvelle grille aux agents pour motiver ces agents à faire plus de transactions durant une période bien définie. Donc, la même tendance est observée également au Sénégal. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est comment mettre en place un modèle économique viable, sachant que les coûts sont rémunérés. Donc, le challenge actuel, je pense que c'est... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'avait perdu pendant quelques secondes. Tu peux continuer, ouais. OK, donc ce que je disais, c'est le challenge actuel, c'est comment rémunérer son réseau d'agents tout en gardant une proposition de valeur acceptable, sachant que aujourd'hui, avec les frais de transfert proposés, c'est plus qu'acceptable pour le client. Les coûts sont très bas sur le marché sénégalais. Mais derrière, les agents sont frustrés parce que ces agents comparent toujours par rapport aux années précédentes ce qu'ils gagnaient et estiment qu'ils gagnent moins. Et c'est eux qui mettent de l'argent et leur argent à la disposition du fournisseur. Donc, quand on discute avec ces agents sur le terrain, c'est tout le temps ce qu'ils disent. Non, pourquoi nous, on doit mettre notre argent ou bien pour que le fournisseur, lui, il gagne beaucoup. Alors que nous, nos commissions qu'on avait en 2010 ou bien en 2015 continuent de diminuer tout le temps. Donc, il va falloir qu'au niveau des fournisseurs, que ça puisse réfléchir sur comment continuer à innover, je ne sais pas, que ce soit du point de vue assurance, micro-assurance, ou bien assurer les agents, ou bien mettre en place d'autres systèmes qui vont remotiver le réseau, parce que la démotivation est réelle. Certains vont fermer carrément, pour être honnête. Ils vont arrêter en disant que l'activité ne me permet pas de payer mon opérateur, c'est moi qui paye mon opérateur, c'est moi qui paye ma connexion Internet, et le fournisseur ne fait pas grand-chose, etc. D'autres vont faire moins, c'est-à-dire s'ils devaient mobiliser 1 million pour un acteur A, ils vont mettre juste 500 000 et dispatcher les autres 500 000 sur un acteur B. Donc, je pense que globalement, c'est la lecture que j'en fais, sachant que les gens aussi qui vont faire
en zone rurale. En préférence concentrer sur d'autres activités qu'ils jugeraient beaucoup plus rentables. Mais je pense que cet état de fait peut être amélioré par l'offre de seconde génération. Le Pico-crédit en est une. Le micro-assurance également en est une autre offre. Je pense que le paiement marchand également permet de dynamiser le volume qu'on attend et pour rémunérer davantage les agents. Je m'en arrête là du moins pour ne pas tirer en longueur. Merci, Wally. J'ai vu le DG d'Airtel Money Niger sourire. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question euh, de l'incidence du réaménagement de la politique, des politiques de commissionnement sur la motivation en fait, des agents? Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus? Effectivement, je constate que le problème aujourd'hui, c'est le même problème qu'on vit partout. Les agents, les fournisseurs, à chaque fois, les points de vente, en fait, ils comparent les plans de commissionnement qu'ils avaient au démarrage de ces services-là. On le vit aussi au Niger. Mais ce qu'on arrive, on essaie d'expliquer au point de vente aujourd'hui, la baisse du plan de commissionnement ne signifie pas qu'ils ne vont pas être profitables. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on cherche? Avant, en fait, il y a deux modèles économiques. C'est soit le push ou bien le pull. OK? Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On veut créer du volume parce que plus il y a du volume, plus ils en gagnent. Aujourd'hui, même si la commission baisse, ça ne sert à rien de donner, admettons, on te donne 10% de commission sur le cash-in et que de l'autre côté, il n'y a aucun client qui vient. C'est 10% de rien, mais on préfère avoir un 5% ou un 4%, je ne sais pas, en fait, c'est juste pour caricaturer, et avoir plus de transactions des clients qui viennent. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? Si le client trouve qu'il supporte, qu'il paye cher, il ne va pas aller vers le mobile money. Parce que le client aussi calcule de la même manière que les points de vente calculent la profitabilité, comme l'a dit Wally tout à l'heure. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à développer l'usage. Plus il y a d'usage, plus nos partenaires qui sont le réseau de distribution vont en gagner plus. Donc, il faut qu'ils regardent l'élasticité. On veut qu'il y ait plus d'usage, qu'on incite le client à utiliser son wallet comme la monnaie de tous les jours, pour qu'il évite d'utiliser zéro cash et que 100% des paiements ou bien des transactions financières que les clients en feront, ils le feront avec leur compte mobile money. Donc, c'est ce qui va amener la profitabilité des clients. Et je pense, on va en discuter, il y a des modèles économiques que les fournisseurs essaient de mettre pour pallier à ces baisses de commissions pour les clients en mettant d'autres types d'incentives pour eux, pour que derrière, il y a une baisse derrière, mais ils peuvent en gagner sur d'autres KPI qu'on va peut-être en discuter dans les prochaines questions. Mais la problématique, elle est partout. Hein. J'étais au Bénin récemment, c'est la même problématique que vit MTN et Move au Bénin. Quand je prends mes amis qui sont en Côte d'Ivoire aussi, c'est le même sujet. Donc, c'est le même sujet autour du plan de commissionnement. Mais le plan de commissionnement, la baisse ne signifie pas qu'il perd beaucoup. Il faut aller sur le volume, il faut aller sur la prise en charge des clients, il faut aller sur l'innovation, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure aujourd'hui. Fournisseurs que nous sommes, on ne cherche qu'à innover pour qu'il y ait plus d'usage. Qui dit usage dit plus de commissions pour nos partenaires qui mettent leur argent comme ils savent le dire. Ils disent on met notre capital, mais on ne gagne rien. Merci, merci, Monsieur Adamou. Je vais me tourner vers le DG de Roche Maxime, Finance Niger. juste avant peut-être, Je vous en prie. je suis inspiré par la réaction de Amadou. Alors, c'est une question quand même qui est difficile parce que tout à l'heure, Wally le disait. Pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une solution qui marchait bien pour les distributeurs. Donc, cette équation-là de commissionnement des distributeurs, on l'a connue au début du mobile money. On l'a réglé au début du mobile money. Mais comment on l'a réglé? C'est parce qu'au début, comme le disait Amadou, les tarifs étaient chers. Parce que les commissions devaient être élevées pour intéresser des gens pour qu'ils nous accompagnent sur l'activité. Et donc, les tarifs étaient chers. Et malheureusement pour les clients,
Et le parti pris qui était fait, c'était de dire à chaque fois qu'on arrive à augmenter les volumes, on rétrocède cette augmentation de volume-là aux clients en maintenant les gains du réseau. Donc, on avait donc une baisse progressive des tarifs qui s'accompagnait d'un volume qui augmente et donc d'un montant pour les distributeurs qui s'améliorait, le montant de commissionnement. Par contre, quand cette baisse elle devient vertigineuse, forcément, ça réduit fortement le volume disponible à partager. Donc, la taille du gâteau se rétrécit pendant un certain temps. L'hypothèse, c'est que ça se rétrécit, puis ça va réaugmenter plus tard avec l'élasticité. Donc, ce qui est compliqué, c'est un peu ce que Walid décrit. Donc, c'est gérer cette phase où la taille du gâteau se rétrécit, qui génère beaucoup d'abandon. Si on prend l'exemple du Sénégal, hein, on avait 45 000 points Orange Money, justement dans cette période où le réseau grandissait, les transactions augmentaient. Et lorsque il y a eu cette chute vertigineuse là, des prix au profit du client, forcément, ça a précarisé beaucoup de points. On en a perdu énormément. Sans parler maintenant des partenaires FinTech avec qui nous faisions de l'agrégation de distribution, justement pour gérer le point que Walid donnait là, devoir allouer des ressources à un opérateur A, un opérateur B, un opérateur C. Ce point avait été réglé depuis quasiment 2010, je crois, par ATPS au début, puis InTouch, lorsqu'ils ont lancé cette agrégation de wallet pour le distributeur, pour l'agent, et qui leur permet d'avoir un seul fonds et de l'affilier au client qui vient et non à l'opérateur qui vient. Donc, le client qui vient, il y a 1 million dans le compte du distributeur. S'il veut faire du Wari, s'il veut faire du Orange Money, s'il veut faire du Free, il pouvait le faire. Donc, cette agrégation a beaucoup aidé au début, mais toutes ces personnes-là, le plateau économique s'étant rétréci, se retrouvent dans une posture où ils ne gagnent plus assez. Ils ne gagnent plus assez. Et bon, la promesse qui est faite, c'est une promesse, pas que nous on fait, hein, mais c'est une promesse globale de tendre vers du cashless. Donc, on se retrouve face à cette contradiction qui dit on va vers du cashless. Par contre, si on va vers du cashless, en cashless, il n'y a pas de réseau de district. Et donc, du coup, on tend naturellement à dire que le réseau de distribution va disparaître. En tout cas, va devoir se réinventer pour faire autre chose. Et c'est un paradigme qui est là, qui dit, OK, si on veut construire un réseau un service full cashless demain, il n'y aura plus de réseau de district. Par contre, on a créé des emplois qui sont là, des pères de famille qui comptaient sur ça, un peu ce qu'Wali dit, qui payent la facture, qui payent l'école des enfants, et qui doivent se réinventer par ailleurs dans cette économie informelle. Donc, quand j'en parle avec nos patrons du ministère des Finances, ce qu'ils disent, c'est bon, c'est une destruction créatrice, parce que les gens vont aller faire autre chose, ce qui est vrai, probablement. Mais c'est une vraie équation, parce que cet équilibre-là, qui faisait qu'on baissait les prix en fonction du volume pour maintenir le réseau de distribution à flot, a été rompu. Et c'est malheureux de le dire, ça a été rompu au profit du client final. Donc, il applaudit des deux mains et des deux pieds. Par contre, les distributeurs, il faut vraiment qu'on réinvente la façon de faire la distribution. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2 ans. Réinventer la gestion du réseau avec des règles qui changent. Bien, tout à l'heure, on en parlera peut-être avec aussi beaucoup de fraude de la part du réseau de distribution. Énormément de fraude. On a fait un workshop des EME avec la Banque centrale au mois de mai ou juin. L'info principale, c'est que la question principale qu'ils nous posent, c'est pourquoi les EME n'arrivent pas à être rentables. Pourquoi les EME n'arrivent pas à être rentables? En fait, c'est ça la question principale du réseau de distribution. Pendant toutes ces années, quasiment, si je compte bien, hein, je pense qu'Orange Money au Sénégal, donc je dis depuis 13 ans, je pense qu'on a eu un seul exercice bénéficiaire sur les 13 ans. On a eu un seul exercice bénéficiaire. Parce qu'à chaque fois, la valeur créée était reversée quasi systématiquement au réseau de distribution pour construire les usages des clients. Et je pense qu'Amadou ne dira pas le contraire. Cette contrainte du réseau de district est la principale cause qui fait que les EME ne sont pas bénéficiaires. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, en pensant qu'on est assis sur un monceau d'or, sur lequel un bon individu très avare et très greedy, on s'assoit jalousement en se disant on compte nos pièces d'or. Mais sur les 13 ans d'existence au Sénégal, nous n'avons été bénéficiaires que sur un seul exercice.
parce que le réseau de distribution a cette forte contrainte-là qu'il pose, et parce qu'on s'est donné cette mission d'inclusion financière qui inclut à la fois et les clients et les petits professionnels. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter sur cette question très, très intéressante. Merci, Monsieur Sarr. Tout à l'heure, vous avez évoqué très brièvement un élément qui affecte la rentabilité en fait des émus. Vous avez évoqué par exemple la fraude. Et voilà, nous savons qu'aujourd'hui, vous utilisez beaucoup de solutions d'intelligence artificielle au niveau d'Orange. Donc, nous aimons savoir en fait comment ces solutions sont utilisées dans votre business, soit pour tacler la fraude, soit également pour éventuellement offrir des facilités de trésorerie à vos agents. Comment en fait comment vous mettez l'intelligence artificielle au cœur de votre activité au niveau d'Orange Financement? Bon, je vais éviter d'avoir des problèmes avec la Banque centrale. Les facilités de trésorerie avec les agents se font dans le cadre de ce qui est permis par la réglementation. Donc, nous sommes très clairs dessus avec la Banque centrale. Hein. On ne fait pas de découvert pour les partenaires distributeurs, sauf si ces découvertes sont supportées par une banque partenaire. Donc, ça c'est un point que je tenais un peu à éclaircir avant d'avoir les foudres de la Banque centrale sur moi dès lundi. Donc, l'intelligence artificielle est un game changer, c'est ce que nous croyons fortement. Nous l'utilisons depuis quelque temps pour une meilleure connaissance de nos clients, parce que pour mieux les servir, il faut mieux les connaître. Et cette meilleure connaissance-là nous permet aussi de décrire les comportements passés, mais surtout, et c'est là où l'intelligence artificielle joue un gros rôle, anticiper sur les comportements à venir. Et bien entendu, quand on dit étudier les comportements passés et anticiper sur les comportements à venir, c'est donc aussi anticiper sur les comportements qui nous paraissent tout de suite anormaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le terme, je pense, Wally, quand je le dis, Wally va sourire. Le fameux terme gaming. N'est-ce pas, Wally? Voilà, on voit bien le sourire qui s'affiche. Ce qui s'est passé, c'est que, à ma connaissance, hein, s'il y a un autre pays qui le pratique, c'est toujours à me dire. Le mobile money, aucun pays n'a voulu pratiquer un modèle où le cash-in et le cash-out étaient à la fois gratuits. Moi, je n'en connais pas, à part ce qui se passe au Sénégal, où quasiment tout le monde fait du cash-in, cash-out gratuit. Je ne connais pas un autre pays où tous les acteurs font du cash-in, cash-out gratuit. Et le mobile money existe depuis quand même 2006 hein, dans le monde, au moins. En tout cas, il est popularisé depuis 2006 avec l'expérience du Kenya. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a jamais eu avant? Parce que c'est simple. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est mieux outillé. Et encore, c'est toujours pas évident. Mais comment est-ce qu'on distingue l'usage naturel d'un client qui se présente en point de vente pour faire un dépôt le matin et qui revient à midi faire un retrait? De l'usage d'un point de vente qui s'assoit et qui crée des transactions fictives de dépôt-retrait qui s'enchaînent. Comment on distingue ces deux usages? L'un est un usage client, naturel, normal. Je suis un marchand ambulant. Le matin, je récupère mon argent que j'avais mis dans mon compte Orange Money pour une raison X ou Y. Cet argent-là, je le dépense. En fin de journée, j'ai bien gagné ma journée. Je reprends l'argent, je le remets dans mon compte pour des besoins de sécurité, pour pas qu'on me fasse la poche, parce que je dors dans un endroit que je sous-loue avec d'autres personnes, etc. Donc, ce comportement de dépôt-retrait-là, qui est naturel dans la vie de ce marchand ambulant-là, comment le distinguer du comportement d'un point de vente qui est assis et qui enchaîne des opérations fictives de dépôt-retrait pour augmenter artificiellement et gonfler ses commissions? Donc, ce qu'ils ont appelé faire du gaming autour du système. Et c'est là où l'intelligence artificielle a beaucoup aidé. Parce que justement, il faut anticiper et analyser pour détecter le comportement naturel du marchand ambulant. Arriver à dire, Wally Diouf Diédhiou que nous voyons là, de par le comportement d'usage qu'il a sur le produit, en fait probablement à X% de chance d'être un marchand ambulant. Et donc, qu'il fasse des successions de dépôt-retrait, c'est normal. Par contre, Amadou Bra, que nous voyons, qui est là assis sur un numéro qui fait des dépôts-retraits de façon compulsive sur les 30 derniers jours, probablement c'est un distributeur qui est en train de vouloir flouer le système. Et donc, cet apprentissage que nous avons sur les transactions, avec des algorithmes qui sont conçus, ont permis de réduire fortement l'impact créé par ce système de dépôt-retrait gratuit. Bien entendu, c'est un problème
global hein, qui concerne tout le monde, tous ceux qui sont sur ce modèle-là. Et nos ingénieurs ont créé quelque chose qui n'existait pas parce que les fournisseurs de solutions anti-fraude d'habitude n'ont jamais vécu des solutions comme ça. Et ça nous a permis d'économiser beaucoup de milliards de fraudes qu'on aurait peut-être perdu et qui auraient encore plus grevé le compte d'exploitation des EME. À rappeler que les EME ont cette obligation de rentabilité. Donc, quand on est EME, on ne peut pas se permettre de continuer tout le temps à perdre de l'argent. Pour ceux qui sont familiers de la Banque centrale, donc vous connaissez bien ce dispositif de plan préventif de redressement qui est obligatoire et qui s'active lorsque nous commençons à perdre trop d'argent. Et c'est pour éviter cela que ces dispositifs-là sont nécessaires. Maintenant, quand on parle d'IA, donc là, c'est le cas de la fraude où des milliards sont économisés. Ce qui nous intéresse, nous, dans l'IA, au-delà de la fraude, c'est pas de faire la police. C'est comment on utilise ça, une fois qu'on connaît bien les clients, pour avoir des offres plus personnalisées, pour avoir des offres plus adaptées, pour continuer à faciliter les échanges financiers globalement pour les clients, les partenaires. Et là aussi, donc tout à l'heure on parlait de Pico, c'est extrêmement important d'avoir ces outils de scoring-là autour de l'IA qui se renforcent par l'IA. C'est extrêmement important aussi de pouvoir savoir quelles features mettre en avant sur l'application. C'est-à-dire, le profil de Wally n'est pas le même profil que celui de Amadou en fonction de leur usage pour rendre l'usage fluide sur l'appli, qu'est-ce qu'on leur affiche comme message. Donc, c'est des choses comme ça qui s'ouvrent en perspective. Et pour aller plus loin avec l'émergence de tout ce qui est LLM, donc on l'a vu avec ChatGPT, comment demain avoir des solutions encore plus adaptées, plus faciles, plus fluides, basées sur ces algos LLM-là, pour permettre aux clients de passer des commandes vocales dans son appli, par exemple, pour permettre aux clients d'avoir plus de sécurisation de ces transactions vis-à-vis des arnaqueurs, parce qu'on reconnaît sa voix dès que la personne appelle. Des choses comme ça, donc, qui sont de belles perspectives que l'IA offre aux mobile money et sur lesquelles nous travaillons et qu'on espère pouvoir mettre sur le marché très bientôt. Merci. Merci à vous, Monsieur Sarr. Je vais me tourner vers Monsieur Adamou. Je crois que nous avons quand même exploré pas mal d'innovations en fait qui sont aujourd'hui déployées au niveau du marché du Sénégal. Donc, j'aimerais me tourner vers vous pour savoir un peu comment les acteurs du mobile money au Niger répondent-ils aux besoins de ce marché? Quelle est la place de l'innovation dans les stratégies commerciales en fait que vous déployez? Ok, Maxime, côté innovation sur le marché nigérien, on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup, surtout ces dernières années. On sait qu'aujourd'hui, comme Wally l'a dit, aussi Cheikh l'a dit, le réseau de distribution, surtout dans les pays comme le nôtre aujourd'hui, qui sont assez vastes, le réseau de distribution est la clé de succès aujourd'hui de l'inclusion financière sur le marché. Et on l'a vu aujourd'hui, la petite progression qu'on avait eue, c'est suite vraiment, c'est l'impact des stratégies mises en place sur le marché qui a donné ces résultats. Et notamment, si je peux parler, depuis 2019, côté Airtel Money, nous avons adopté une stratégie de dire, bon, oui, les points de vente aujourd'hui, le réseau de distribution se plaignent de la non-profitabilité ou bien de la détérioration de leur plan de commissionnement qui réduisent leur marge bénéficiaire, donc qui n'arrivent pas à supporter des charges. Généralement, c'est des gens qui ont soit des boutiques ou quand ils mettent la brandent avec les couleurs de RTL, ils sont obligés de supporter la charge déjà de la mairie. Donc, il y a des taxes communales qui doivent payer. Ils doivent payer les agents qu'ils utilisent comme opérateurs. Ils doivent payer tout ce qui est électricité. Donc, il y a des charges derrière qui ne permettent pas, avec le volume de transactions qu'ils ont, ne le permettent pas d'être rentables. Donc, nous avons repensé un modèle économique qui est ceci. Depuis 2019 à aujourd'hui, 2023, on a investi plus de 2 millions de dollars pour développer un nouveau réseau de distribution qu'on appelle les agences Airtel Money.
qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Et aussi, on voulait aussi amener des jeunes, aujourd'hui, les jeunes startups qui veulent se lancer vraiment dans le monde du mobile money, à venir participer vraiment au développement de l'inclusion financière au Niger. Donc, on a créé des agences, ce qu'on appelle des agences certainement à travers tout le pays. Et donc, sous forme de subvention, on crée une agence, on la brande, on supporte l'ensemble des charges. OK? Le partenaire n'a plus besoin de payer la mairie, on supporte les taxes de la mairie, on supporte la fabrication de cette agence pour le partenaire. On met de l'énergie verte, c'est-à-dire on met du solaire, il n'a plus de charge sur l'électricité. Donc la seule charge qu'il a aujourd'hui, c'est la charge, le paiement du salaire de son opérateur. Donc là aussi, il y a plusieurs modèles économiques souvent que les partenaires de réseaux de distribution ils mettent pour incentiver aussi les opérateurs qu'ils utilisent à être sérieux, à ouvrir les shops pendant les heures qu'on a définies. Donc aujourd'hui, c'est notre apport qu'on amène en termes de stratégie pour développer ce réseau. Et depuis 2019 à aujourd'hui, nous avons déployé ce nouveau type de réseau de distribution. On a déployé plus de 1000 agences aujourd'hui qui sont des startups, des entreprises où on crée de l'emploi. Donc, dans chaque agence, il y a un minimum 2 opérateurs qui sont utilisés. Donc, on crée à peu près plus de 2000 emplois qu'on a créés dans les 3 ou 4 ans concernant uniquement ce type de partenaires. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? Ces réseaux d'agences, pour qu'on augmente leur profitabilité, on leur a donné un profil qui leur donne la possibilité d'approvisionner tous les points de vente qui sont autour d'eux. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis dans un village, je suis détenteur de cette agence Airtel Money, je deviens le distributeur qui approvisionne tous les petits points de vente de mon village et du village environnant peuvent venir s'approvisionner. Donc, on réduit aussi cette douleur qu'on a sur le marché d'approvisionnement parce que le Niger a plus d'1,2 million km². Donc, c'est un pays vaste avec peu de présence de banques. On a 13 banques en termes de nombre de banques, on en a 13 sur le marché, mais l'ensemble de ces 13 banques sont concentrées dans les mêmes localités. Donc, les pays, les points éloignés du Niger, il n'y a pas de présence de banques parce que chez nous, les banques sont les principaux fournisseurs, en fait, distributeurs de la monnaie électronique. Les distributeurs, ils veulent s'approvisionner, ils doivent aller auprès d'une agence bancaire pour faire les mouvements au niveau des comptes séquestres. Donc, la non-présence des banques en termes de footprint sur le marché nigérien impacte la disponibilité des produits. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce réseau d'agents pour qu'ils puissent, eux, approvisionner ces petits points de vente pour éviter aujourd'hui, on l'a vu, on a à peu près plus de 35 000 points de vente multi-brands aujourd'hui qui font du Airtel Money côté de Airtel. Mais quand on regarde le taux d'actifs, il tourne autour de 30-40% de ces points de vente qui sont actifs. Quand on mène des séries d'enquêtes pour savoir les raisons de leur inactivité, l'une des raisons principales, c'est vraiment l'approvisionnement. Donc, nous, pour résoudre ce problème d'approvisionnement, on a créé ce type de réseau de distribution qui va, eux, alimenter ces points de vente. Et même ce réseau de distribution, ils feront face à ce problème d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé le système de banque toilette où aujourd'hui, on a sur les 13 banques sur le marché, on a à peu près 4 banques avec qui on a fait l'intégration directe. Donc, qui offrent ce service de banque toilette qu'on donne la possibilité à tous nos partenaires de pouvoir faire la liaison bancaire et pouvoir aujourd'hui faire l'approvisionnement, faire des appels de fonds de leur compte bancaire vers leur compte, leur wallet distributeur et pouvoir servir le marché. Donc, on a repensé vraiment le parcours client pour faciliter l'approvisionnement de ces banques. La deuxième stratégie qu'on a mise pour aussi faciliter l'approvisionnement et aussi la disponibilité, c'est le partenariat que j'avais tantôt cité, le partenariat avec les STA. Ces sociétés de transfert d'argent, ils leadent le marché en termes de présence sur le marché, en termes de présence
du point de vue réseau de distribution parce que l'ensemble des réseaux de distribution de ces sociétés de transfert d'argent leur appartiennent. C'est des réseaux propres à eux. Donc, vous avez les mastodontes qui ont à peu près 1500 à 2000 points de vente à travers le Niger. Donc, on a tissé un partenariat avec l'une d'entre elles qui est Alisa, où avec elle, nos clients peuvent aller faire du cash-in, cash-out. Donc, en termes de points où on n'a pas de présence de banque, les sociétés, les agences des sociétés de transfert d'argent servent de points d'approvisionnement pour le réseau de distribution. Et à terme, on est en train d'intégrer aussi les 13 banques aujourd'hui du Niger. On en a 6 actuellement. On est en train de travailler sur 4 qui seront intégrées d'ici la fin de l'année. On a à peu près quoi, 60% de ces banques aujourd'hui qui sont partenaires d'Airtel Money. Et à minima, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à les amener tous à devenir d'abord, avoir un trace à compte au niveau de ces banques et aussi à avoir les services banque toilette parce que pour faciliter les transactions financières aux clients aussi qui sont bancarisés mais qui se trouvent dans des localités éloignées mais dont leur banque commerciale n'a pas d'agence. Donc, ils peuvent utiliser le banque toilette, ils font du banque toilette, soit ils font leur usage, s'ils ont besoin d'avoir du cash, ils peuvent aller au niveau de ce réseau de distribution d'agences qu'on a créé pour aller faire les retraits. La deuxième chose qu'on a fait, et Cheikh l'a dit, donc les fournisseurs de services de mobile money, on a lancé des applications, en fait, nos API, pour faciliter vraiment les intégrations. On a pas mal d'agrégateurs aujourd'hui, notamment Intouch, notamment ATPS, notamment d'autres agrégateurs aussi, d'autres fintech aussi sur la place qui deviennent des agrégateurs pour faciliter tout ce qui est transactions, cash-in, cash-out de sur le marché. Et aussi, du point de vue digitalisation, on a mis en place sur le marché nigérien pour la partie B2B ce qu'on appelle entreprise portale pour développer tout ce qui est paiement de salaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents temporaires en fait qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas de compte, mais qui sont utilisés, qui sont salariés des structures. Si je prends tous ceux qui sont dans le domaine routier, donc qui construisent des routes, ils utilisent de la main-d'œuvre qui n'a pas de compte bancaire. Pour avoir du zéro cash et avoir une traçabilité aussi, on a développé ce qu'on appelle entreprise portale qui permet à ces entreprises de pouvoir faire du paiement de salaire à travers notre portal entreprise qui leur donne vraiment une interface assez fluide et facile à utiliser. Et ce type d'interface aussi sont utilisés par les organismes aujourd'hui au Niger parce qu'on a beaucoup de réfugiés où ces ONG aujourd'hui utilisent, avant utilisaient beaucoup de cash. Ils font du cash to cash, du cash to hand plutôt aux réfugiés. Donc, ils les exposaient plus qu'ils les protègent. Donc, aujourd'hui, pour que ces bénéficiaires d'aide venant des ONG puissent aussi accéder à l'inclusion financière, détenir des comptes mobile money, aussi sécuriser l'aide. On a mis en place ces solutions de portal pour permettre à ces ONG de pouvoir faire des transferts en masse envers ces bénéficiaires de fonds. Et aussi, ces bénéficiaires peuvent déjà utiliser leur compte. Au lieu d'aller faire du cash-out, dans chaque région, dans chaque localité, on développe le paiement marchand. On essaie de voir dans chaque village où sont les différents gros shops qui sont utilisés par la population pour aller vendre. Donc, on transforme les différents marchands, donc commerce de la place, à devenir des points marchands. Et derrière, on essaie de remonter aussi le circuit d'approvisionnement de ces marchands pour que le grossiste chez qui il s'approvisionne en denrées alimentaires puisse lui aussi derrière accepter les paiements avec la monnaie électronique. Donc, quand le marchand dans le village accepte le paiement donc des biens avec la monnaie électronique, il va se retrouver avec beaucoup de monnaie électronique. Qu'est-ce qu'il en fait? Il peut, soit s'il a un compte bancaire, rapatrier ce fonds vers son compte bancaire en faisant du wallet to bank, OK? Ou bien
utiliser cette monnaie électronique pour passer aux commandes au niveau de son grossiste et de manière safe et sécurisée. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du cash, il traverse tout le pays pour aller dans la capitale ou la capitale régionale pour aller vers ses zones. Donc, souvent, ils se font agresser parce que les bandits savent que chaque semaine, tel fournisseur doit prendre du cash pour aller dans telle localité, aller faire ce commande. Donc, en cours de route, ils se font braquer, donc ils perdent leur capital. Aujourd'hui, avec la solution qu'on a mise, ils n'auront plus à se déplacer. Donc, de là où il est, ce qu'il collecte de manière systématique, il l'envoie soit à sa banque, ou bien il l'envoie directement à son grossiste et passer commande. Donc, il passe juste un coup d'appel pour lui dire voici le type de produit qu'il a. OK? L'autre partenariat stratégique aussi qu'on a développé, c'est faire de l'inclusion sous-régionale à travers les différents corridors de transfert d'argent à l'international. Parce que le Niger est un pays enclavé où tout nous vient de l'extérieur. Nos commerces, ou bien nos commerçants aujourd'hui, nos opérateurs économiques font beaucoup de transactions avec les pays de la sous-région. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On essaie d'ouvrir plus de corridors possibles sur le marché, tisser des relations avec les différents opérateurs ou fournisseurs de monnaie, des services de monnaie, de mobile money de la sous-région pour faciliter les transactions intra-communautaires. Donc, ça, on s'attelle à le faire aujourd'hui. La plupart des pays quand même de la sous-région, de la même zone, on a des conventions de partenariat où nos clients peuvent aujourd'hui envoyer de l'argent vers ces pays. J'ai un cas, j'ai un ami avant, il transférait de l'argent ou bien il s'est déplacé pour aller au Bénin ou au Togo pour aller commander. Mais depuis qu'on l'a transformé en point marchand, c'est-à-dire aujourd'hui, ces clients qui viennent acheter ces produits chez lui, ils payent avec la monnaie électronique et utilisent cette même monnaie électronique pour envoyer ça à son fournisseur pour qu'il passe commande. Donc, du coup, il a réduit ses déplacements, il envoie l'argent, le fournisseur reçoit l'argent, il fait le colis, il lui renvoie avec via les bus. Donc, du coup, il me dit, je gagne en termes de temps et j'économise beaucoup parce que je n'ai plus à prendre le risque de voyager. Mon fournisseur, il m'envoie les articles par WhatsApp. Je valide ma commande, je lui envoie, je transfère l'argent avec ce que j'ai collecté avec mes clients et je gagne en termes de temps et je deviens quand même plus fluide dans mes transactions. L'autre partenariat qu'on a signé, c'est vraiment un gros projet qui a été lancé par l'État qui s'appelle Projet Village Intelligent, donc pour l'inclusion rurale et pour la croissance rurale et aussi l'inclusion financière en milieu rural. Donc, ce projet, c'est un financement de la Banque mondiale qui consistait à mettre en place, à lancer à peu près 150 centres numériques multiservices à travers le marché nigérien. Ces 150 centres, c'est vraiment des pôles par excellence de digitalisation, d'accès aux services, aux nouvelles technologies à la population rurale aujourd'hui, parce que 80% de la population du Niger vivent en milieu rural. Et la plupart de ces gens aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas accès aux services financiers classiques. Et ce centre numérique vient à point nommé pour, déjà faciliter l'accès aux nouvelles technologies à ces populations rurales, faciliter l'accès aux services de mobile money à ces populations rurales à travers des formations, à travers les ouvertures de comptes, à travers l'assistance aussi, parce qu'ils les assistent à comprendre c'est quoi les avantages d'utiliser la monnaie électronique. Et surtout qu'aujourd'hui, ils font des formations sur l'entrepreneuriat. Et dans la formation entrepreneuriale qui est délivrée au niveau de ces centres, on amène nos mamans qui partent au marché à utiliser le mobile money, à accepter aussi les paiements par mobile money pour éviter qu'elles s'exposent. Parce que quand elle prend du cash, elle amène sa chèvre ou bien sa vache au marché et vendre et se retrouve avec beaucoup de cash. Souvent, elle est exposée, elle vient à la maison, elle le cache sous le matelas. Il y a des intempéries, il y a des risques aujourd'hui auxquels elle est exposée. On les amène à comprendre que si elles ont du cash, elles transforment ce cash, elles le déposent dans leur monnaie, dans leur wallet, et ça leur permet aujourd'hui d'épargner
et que demain, on est en train de travailler avec des SFD pour que ce type de communauté puisse accéder à des services de microcrédit demain, parce qu'on est en train de travailler pour aussi lancer des services de microcrédit pour faciliter l'accès à certaines couches de la société, d'accéder à des microcrédits pour au moins investir dans l'activité génératrice de revenus qu'elles sont en train de faire. Donc, ces 150 centres numériques aujourd'hui, on a, avec le projet Village Intelligent, donc l'unité qui le gère, on a à peu près déployé, à date, on a plus de 100 centres numériques qui sont opérationnels. D'accord. Donc, oui, allez-y, monsieur Adamou. Je crois qu'il nous reste encore quelques donc, minutes. OK. Donc, aussi, si je reviens sur le plan de l'accompagnement du réseau de distribution, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec une banque de la place qui a vu l'importance aujourd'hui de ce réseau d'agents, qui a vu le flux de transactions qui sont faits sur le mobile money au Niger et notamment sur Airtel Money. Ils ont fait une proposition d'accompagnement de ces réseaux de distribution pour qu'ils accèdent à plus de capital. Parce que souvent, le maître mot, c'est qu'ils ont un souci d'avoir un capital pour injecter, avoir plus de disponibilité. Parce qu'on a fait un surveil sur notre réseau de distribution pour voir la fréquence d'approvisionnement qu'ils font. On a des gens par jour, ils peuvent aller entre 5 à 7 fois au niveau de la banque pour aller s'approvisionner. Ils ont des petits montants et à chaque fois, quand ils vendent, avant de tomber en plus de stock, ils sont obligés d'aller dans une banque aller s'approvisionner. Donc, avec cette banque partenaire de la place, ils ont décidé de mettre en place une offre, c'est-à-dire dédiée pour accompagner ces gens. C'est une offre de crédit où ils peuvent donner entre 500 000 jusqu'à 10 millions de francs CFA à ces points de vente pour qu'ils puissent avoir de la liquidité, avoir du stock pour vraiment servir les clients et aussi augmenter leur profitabilité. Donc, et aussi dans l'accompagnement de ces fournisseurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, comme on l'a dit, Wally l'a dit tout à l'heure, qui se plaignent Ah, le de DG perdre de d'Airtel l'argent. Money nous déroule toute la stratégie. Vous nous D'accord? déroulez toute la stratégie du Pour Niger. éviter, pour éviter qu'ils perdent de l'argent, on les a dit oui, les commissions baissent. On est en train de travailler pour augmenter le flux de transactions. On va en parler tout à l'heure, peut-être bien, sur ce qu'on a fait, l'innovation qu'on a portée sur le marché il y a 3 jours de cela. On a dit, ben, aujourd'hui, on part sur, on fait focus sur le client. On le met au centre de notre activité parce que c'est le client qui va drainer notre profitabilité. Cheikh l'a dit, aucune ME ne doit exister sans être profitable, y compris eux, nos partenaires. Donc, dans le souci d'augmenter leur profitabilité, on a mis des commissions, d'autres plans de commissionnement pour eux, sur le recrutement des clients, sur la sensibilisation des clients. Aujourd'hui, un point de vente au Niger chez Airtel Money, quand vous créez un compte Airtel Money à un client, ou bien vous réactivez un compte dormant, pendant 3 mois, tout ce que le client va faire en termes de transactions sur le self-top-up, l'achat de crédit, Airtel Money rétrocède 10% par mois de transactions sur le self-top-up de ses clients. J'ai Très bien bien. dit 10% de Très bien. commission qu'on donne si vous amenez un client à adhérer, à faire de la recharge. Vous l'amenez à faire une seule recharge. Vous faites la sensibilisation pendant 3 mois. Tout ce qui va recharger en termes de crédit via Airtel Money, s'il achète du crédit, on vous rétrocède 10% de sa recharge comme. Très bien. Donc, pour augmenter, pour pallier à la baisse du plan de commissionnement, on leur donne d'autres plans de commissionnement. Et aussi le recrutement des clients et Mobile Money. Quand un point de vente recrute un client Mobile Money, on lui donne aussi un plan de commissionnement. Il est incentivé Très bien. sur le recrutement. Bon. On a bien compris, monsieur Adamo. Peut-être on va revenir on va revenir en fait sur cet élément. Peut-être on a, je crois, certaines questions des participants qui vont nous permettre, qui vont vous donner l'occasion de rebondir sur ces éléments. Vraiment, merci pour tous ces détails que vous nous avez donnés sur les stratégies en fait que vous déployez au niveau du Niger. Je vais peut-être poser la dernière question du panel avant que nous puissions prendre quelques questions des participants. C'est une question en fait que j'ai adressée
à notre consultant Wally Diedjou, concernant la fiscalité. Vous avez vu avec l'accroissement des volumes des transactions de mobile money, surtout en Afrique, en sachant que nous sommes, nous sommes des économies à majorité informelle. On constate de plus en plus que les pouvoirs publics ont un œil, est-ce que je vais dire attentionné, en tout cas, il y a un regard quand même qui est porté par les pouvoirs publics sur l'activité de mobile money. Et déjà au niveau du Ghana, on est arrivé à une taxation des opérations de mobile, des transactions financières mobiles à hauteur de 1%. On sait également qu'il y a des réflexions qui sont en cours dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, la question que nous voulons vous poser, c'est quelle est votre appréciation par rapport à une éventuelle taxation des opérations de mobile? Merci, Juan. On vous accordera peut-être 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Maxime. Je vais résumer vite. Donc, par rapport à la question posée, je pense que les décideurs peuvent être tentés de fonctionner vu les milliards qu'ils voient transiter sur les plateformes des opérateurs et des fournisseurs. La plupart des décideurs seraient tentés de ponctionner 1% en se disant une petite calcul, si on ponctionne ici 1%, vu la taille du marché, on peut se retrouver facilement avec un nombre important. Mais en fait, j'aimerais juste préciser une chose, c'est par rapport au niveau de maturité des marchés. Si je regarde le niveau de maturité du marché ghanéen, il est à un stade de maturité beaucoup plus mature. Donc, si on regarde les marchés, il y a les marchés émergents, marchés en croissance et les marchés matures. Donc, si on exploite le rapport d'Africanenda, on voit facilement que le GIPS, qui est le système ghanéen, est classé à un stade de maturité beaucoup plus abouti, même du continent, au niveau du continent. Ça veut dire simplement qu'au Ghana, l'interopérabilité est une réalité, que ce soit du point de vue banque, fintech, opérateur de téléphonie mobile, via leur système. Une personne qui est, par exemple, un marchand ou bien peut recevoir de l'argent de RTL ou bien de Orange Money ou bien vice-versa ou bien d'une banque directement. Ça se justifie à ce niveau parce que je pense qu'il y a le minimum qui a été mis en place sur ce marché. Mais si on regarde par rapport à la plupart de nos marchés, notamment les marchés de l'UEMOA, on voit que la plupart de ces marchés sont à stade émergent ou bien en croissance, surtout en croissance pour la majorité des marchés. Je pense que ce ne serait pas l'idéal de vouloir facturer dès à présent une taxe sur le mobile money parce que il faut d'abord pousser et booster d'abord le secteur et jusqu'à ce que ce soit un niveau de stade de maturité beaucoup plus abouti avant de pouvoir mettre en place une taxe. Donc, ma réponse par rapport à ça, une taxe, oui, mais je pense qu'à ce stade, c'est prématuré. Merci Walid. Je voudrais remercier les panélistes pour avoir répondu à l'ensemble de cette question et je voudrais euh, prendre quelques questions en fait reçues de nos participants avant de clore ce webinaire d'ici une dizaine de minutes. Donc, nous avons une question d'Emma Djemène qui est adressée au directeur général de Orange Finance Mobile. Il, il demande à savoir, il dit, de votre point de vue, quel est le point d'inflexion pour la pénétration d'Orange Money au Sénégal? Oui, j'ai eu du mal à réactiver mon micro. Donc, bonjour Emma. Ouais. Merci pour cette superbe question, hein. Le point d'inflexion, si je regarde la courbe historique, le point d'inflexion où on a vu vraiment l'exponentielle monter, c'était en 2016. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Bonne question. Depuis tout à l'heure, on parle quand même de l'impact du réseau de distribution. Mais on voit que, tout à l'heure, Amadou le disait, quoi. 10% de commissionnement sur 0 égale 0. Donc, il a fallu à la fois travailler sur l'intersection d'au moins 3 choses pour avoir vraiment le point d'inflexion. Premièrement, susciter l'intérêt des clients. Donc, créer de la valeur à leurs yeux, qu'ils voient que le service règle des problèmes dans leur vie. Et donc, ça a facilité leur quotidien. Cela a permis aux clients donc, de considérer
d'adopter le service. Et une fois que cette considération est faite, maintenant, il fallait enlever les points de blocage qui les empêchent d'accéder au service. Et ça cesse. Donc, il y a eu beaucoup de pédagogie, de communication, d'accompagnement terrain, proximité terrain, plus la proximité des points de vente. Couplé maintenant à un effet de parcours client. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment travailler sur ces trois axes-là. Si je devais le résumer, c'est travailler donc sur l'accessibilité. C'est pour ça que nous, dans notre mission, on dit faciliter les échanges financiers en les rendant d'abord accessibles. L'accessibilité, c'est une accessibilité tarifaire, bien entendu, mais c'est aussi une accessibilité géographique. Il faut que le point soit à proximité. Et une accessibilité dans le langage. Parce que nous autres spécialistes du mobile money, nous avons créé un langage qui est le nôtre, extrêmement ésotérique. Hein. Donc, tout à l'heure, on parle de P2P, de cash-in, de cash-out. Le client lambda, ça l'inquiète d'entendre des choses aussi compliquées quand il s'agit de son argent. Donc, c'était d'abord un travail d'accessibilité sur le langage. Et lorsque nous avons réussi à faire la conjonction de trois, donc créer une accessibilité tarifaire, plus une accessibilité géographique, plus une accessibilité sur la communication, on a eu le point d'inflexion en 2015-2016. Et donc, ça nous a permis d'avoir un système qui fait passer l'inclusion financière en 2 ans, 3 ans, à l'époque c'était d'ailleurs 15%, de 15% à 65%. Donc, le point d'inflexion, on l'a obtenu à ce moment-là. Et c'est en travaillant juste sur les fondamentaux du mobile money. Un bon réseau de distribution qui marche, des clients qui sont intéressés par le produit et une communication, une éducation financière qui fait le job dans le cadre d'un parcours client acceptable. Donc, avec le moins d'irritants possible. En résumé. Merci, merci, Monsieur Sarr. Je vais peut-être remonter aussi une contribution de quelqu'un qui est également un acteur du mobile money au niveau du Sénégal. Il s'agit de Virgile Tofodji, qui est le CEO de Free Money. En fait, il partage avec nous sa réaction concernant le réseau de distribution. Il dit que le réseau de distribution reste le maillon fort, le pilier central de l'écosystème du mobile money en Afrique, et ceci le sera pour encore longtemps. J'ai également une question de M. Emma Djemen, qui cette fois-ci est adressée à M. Adamou. D'abord, il fait observer qu'au Sénégal, on a vu qu'un opérateur historique comme Orange s'est aligné sur le modèle de rémunération au volume journalier induit par le nouvel entrant qui est Wave, et que sur d'autres espaces géographiques, il y a eu des changements préventifs afin de contrer une éventuelle installation de Wave. Et la question qui pose est de savoir si au Niger, vous avez suivi une telle tendance. Merci Emma pour cette question. Au Niger, on n'a pas eu l'impact qu'a connu les autres partenaires du Sénégal, de la Guinée ou bien de la Côte d'Ivoire avec l'arrivée de Wave sur le marché. Parce que le Niger est un marché atypique. Nous avons notre propre Wave qui sont les sociétés de transfert d'argent. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui connaît le Niger, ces sociétés de transfert d'argent lead le secteur du transfert d'argent. Donc, de tout ce qui est transactions financières, c'est les leaders. Ils ont, pendant des années, acquis cette notoriété où aujourd'hui, dans le mindset des clients, quand il s'agit de transfert d'argent, on pense à ces sociétés qui sont très agressives en termes de plan de commissionnement, en termes de facturation sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on a fait aussi de notre côté? Parce que pour que les fournisseurs que nous sommes de services de mobile money puissent aussi jouer notre partition, parce que bon, nous travaillons tous pour que l'inclusion financière soit une réalité au Niger, parce qu'on tourne autour de 6%. Nous avons, avant-hier, le jeudi 28, lancé un nouveau plan tarifaire, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays traverse vraiment des périodes assez difficiles où on avait repensé comment nous, en tant que fournisseurs de services de mobile money, on peut apporter notre contribution pour faciliter la vie assez chère de nos compatriotes. Donc, nous avons repensé un modèle économique sur le plan tarifaire.
Aujourd'hui, nous avons remis le cash-in, quand même les principales transactions gratuites, notamment le cash-out, il est gratuit à partir du 28 septembre. Le retrait d'argent, donc c'est ça le cash-out pour ne pas parler de nos jargons. Donc le retrait d'argent au Niger, il est gratuit. Les paiements de factures qui étaient facturés hier sont gratuits aujourd'hui. Les paiements marchands aussi le sont. Donc toutes ces transactions, on les a rendues gratuites. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repensé le parcours client en disant au client, on facture le cash-in. C'est-à-dire, c'est vraiment au dépôt que tu es facturé. Après, tout l'écosystème Airtel Money devient gratuit pour toi. Parce que la complexité qu'on a sur notre parcours au niveau du plan tarifaire, c'est des facturations par palier. Et nos clients sont totalement perdus sur combien je dois payer. Donc, à chaque fois qu'ils doivent payer une facture, ils ont cette difficulté à savoir ma facture qui fait 53 000 et quel est le montant que je dois acheter pour pouvoir payer ma facture. Donc, pour alléger le parcours, on a repensé à cette offre pour leur dire, écoutez, vous ne payez qu'une seule fois et après tout l'écosystème, que ce soit le transfert d'argent au national, à l'international, le wallet to bank, les paiements marchands, les paiements de factures sont gratuits. Et on a encore ajouté une nouvelle innovation pour leur dire, tout client qui va, à partir de la semaine prochaine, acheter du crédit via Airtel Money ou bien acheter ses forfaits voix ou data via Airtel Money ou bien faire les abonnements Canal+, Airtel Money vous rétrocédera 2,5% du montant dans votre wallet. Donc, on a repensé une nouvelle offre qu'on est en train de marketer sur le marché. C'est inédit, c'est du jamais fait au Niger. C'est une nouveauté pour vraiment venir alléger les tracasseries de calcul, combien ça me coûte. Et aussi, sur la partie du point de vue distribution aussi, leur plan de commissionnement a été revu. On avait un plan de commissionnement par palier en fonction du volume de transactions qui varie. Donc, les points de vente aussi sont perdus sur combien je gagne parce que dans la journée, il peut faire plusieurs types de paliers et en fin de compte, il n'arrive pas à savoir exactement quelle est sa commission. Donc, ce qu'on a fait, on a alléger le plan de commissionnement qui est devenu fixe pour eux. Donc aujourd'hui, le réseau de distribution peut savoir, j'ai fait 1 million, 2 millions, 10 millions de transactions en dépôt ou bien en termes de retrait. Je peux de manière factuelle calculer quel sera mon plan de commissionnement. Parce que c'est aussi une des problématiques qu'on a sur le réseau, le calcul des plans de commissionnement. Donc si je peux m'en arrêter ici. Merci, monsieur Adamo. Je vais remonter euh, une question d'un participant. C'est la question de monsieur Yahaya Chaïbou. D'accord? C'est une question que nous allons adresser à notre consultant Wali Diouf. Et la question est de savoir comment le développement d'un système d'interopérabilité dans le domaine du mobile money peut-il bénéficier aux utilisateurs et aux fournisseurs? Ce sera l'avant-dernière question de ce webinaire. Wali? Allô, Maxime, est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons, mais la communication est un peu saccadée. Est-ce que là, c'est bon ou bien? Je crois que c'est mieux. Allô, là, c'est bon? Là, c'est mieux, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, tu peux revenir, s'il te plaît, sur la question, ça a coupé à mon niveau. Oui, la question était de savoir comment le développement d'un système d'interopérabilité dans le domaine du mobile money peut-il bénéficier aux utilisateurs et aux fournisseurs? C'est une question de monsieur Yahaya Chaïb. OK. Merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, le premier constat qu'on a, c'est au niveau de l'écosystème, il y a presque chaque fournisseur avec son wallet. Chaque fournisseur a son mobile money en quelque sorte. Ce qui
oblige la plupart du temps une personne A qui doit retirer de l'argent d'un fournisseur A pour payer à Maxime qui est dans un fournisseur B. Plutôt que de faire le paiement directement, la personne va retirer du wallet A pour faire le paiement sur le wallet de Maxime. Donc aujourd'hui, avec un système interopérable, on n'a pas de souci. Concrètement, j'aime bien l'exemple du Ghana avec le GH QR code. Donc, un QR code qui permet aux marchands d'accepter les paiements de plusieurs opérateurs, que ce soit une banque, que ce soit un opérateur de téléphonie mobile ou bien que ce soit une fintech. Le marchand peut accepter les paiements d'un client qui vient payer, par exemple, avec son porte-monnaie électronique de MTN ou bien son porte-monnaie électronique de RTL. Donc aujourd'hui, l'impact au niveau de l'écosystème, c'est que ça va développer le développement du mobile money dans tout l'écosystème. Au-delà de ça, également, il y aura une plus grande disponibilité des informations financières. Imaginez un peu si Orange, par exemple, le client de Orange Money pourrait payer à un client directement de Free Money ou bien de RTL directement. Si on regarde facilement, on voit que l'écosystème s'agrandit. Qui parle d'agrandissement de l'écosystème parle également de disponibilité de l'information financière. Qui parle de disponibilité de l'information financière parle également d'une meilleure connaissance client. Également, j'aimerais terminer en donnant l'exemple de l'Ouganda, un réseau d'agents bancaires, certes. Ce n'est pas un réseau d'agents mobile money qu'ils ont fait, mais ce qui s'est passé en Ouganda avec le SAPS, le Sharing Agency Banking System, l'association des banques d'Ouganda a mobilisé les 22 banques d'Ouganda qui ont mis en place un seul réseau d'agents. Une seule plateforme a été utilisée pour servir l'ensemble des 22 banques qui sont au niveau de cet écosystème. À ce niveau, on a vu que ça a densifié le réseau d'agents. On a moins de problèmes de commissionnement puisque l'agent aura un trafic beaucoup plus élevé. Donc, pour revenir un peu à ça va permettre le développement de l'écosystème, une plus grande connaissance de clients, des offres qui seront de meilleure qualité et qui vont impacter une plus grande inclusion financière. Donc, sans tirer en longueur, j'aimerais m'arrêter là. Merci, Wally. Et la dernière question sera la question de M. Adama Dembélé que je vais adresser à M. Cheikh Tidiane. Juste avant ça, j'aimerais bien ajouter deux ou trois compléments. Alors, comme on le sait tous déjà, l'interopérabilité est un sujet d'actualité au sein de la zone UEMOA depuis maintenant 5 ans, je crois, donc depuis 2016 ou 2017. La Banque centrale travaille dessus d'arrache-pied. Et nous arrivons quasiment au dernier mètre, pour ne pas dire kilomètre, au dernier mètre de ce projet d'interopérabilité-là. C'est un projet extrêmement ambitieux parce que, d'ailleurs, je vais reprendre le terme de la Banque centrale, c'est un projet d'abord de paiement instantané, la plateforme PI, donc plateforme de paiement instantané, qui permettra déjà de casser les frontières de la zone, parce que finalement, on reste sur un seul espace économique, donc une intégration monétaire et économique, avec une interopérabilité native de tous les participants, donc banques, SFD et EME. Donc, on parle quand même de près de 300 acteurs qui peuvent s'échanger des informations et des transactions de manière instantanée, ce qui est une grosse révolution dans la zone parce que même pour les banques, on a encore beaucoup de banques chez qui nous ne faisons pas nos virements en RTGS. Donc, les virements continuent à prendre du temps avec des histoires de date de valeur, etc. Donc, c'est un changement en profondeur, au-delà du mobile money, qui va affecter tout l'écosystème financier, qui permettra de faire du transfert d'argent, bien entendu, l'usage le plus évident, mais qui permettra aussi d'avoir cette intégration native avec toutes les banques. Donc, fini les offres de banque de wallet difficiles à intégrer avec une autorisation à avoir en guichet, etc. Une généralisation du paiement marchand, c'est-à-dire n'importe quel wallet. Et c'est là où c'est intéressant parce que souvent, quand on parle wallet, on parle des EME, mais même les wallets, donc les applications digitales des banques, vont pouvoir permettre de payer directement
chez un marchand qui a été acquis par Orange Money ou Free Money ou par exemple Wave au Sénégal. Et ça, c'est une avancée fondamentale pour renforcer l'inclusion. Bien entendu, ça offre des contraintes. Hein. La principale contrainte étant la complexification des cas de fraude. Parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui fait une fraude ou une arnaque dans un des pays de la zone pourra aller dénouer cette transaction frauduleuse dans un autre pays de la zone plus facilement. Donc, c'est un gros challenge pour tout le monde. Mais ce que je veux vraiment signifier, c'est que on va vers un monde de paiement instantané, comme ce qu'on connaît dans les plus grands pays les plus digitalisés en termes d'écosystème de paiement. Ça nous ouvrira beaucoup de nouvelles opportunités, très honnêtement. Et là, les marketeurs vont devoir s'éclater parce qu'il y a énormément de choses à créer. Et la Banque centrale, quelque part, nous force à sortir de notre zone de confort. Parce que jusqu'à présent, plus de 80% des transactions, quand même, restent des transactions autour du transfert d'argent dans la zone en général. Je ne parle pas d'un pays en particulier. Et il faudra se réinventer. La deuxième chose dont on ne parle pas, au-delà de l'interopérabilité, c'est le changement de l'environnement réglementaire avec la nouvelle loi bancaire, où maintenant les fintechs vont se retrouver régulés. Bon, on attend avec impatience la sortie de ce nouveau texte-là et une évolution aussi de l'instruction qui encadre l'activité de monnaie électronique. Donc, il y a plus d'encadrement pour l'activité de monnaie, mais il y a aussi plus d'ouverture, parce que quasiment, on peut faire beaucoup plus de choses intéressantes pour les clients finaux. Donc, des perspectives extrêmement intéressantes ouvertes par l'interopérabilité et la nouvelle loi bancaire, qui devraient nous permettre de continuer vraiment à faciliter la vie de nos clients et à rendre les services de plus en plus inclusifs. Donc ça, je pense que c'est quand même extrêmement important à souligner. Au-delà de ce que Wally avait pu dire dessus, qui me paraît aussi extrêmement pertinent. Voilà. Merci, M. Sarr. Donc, la dernière question que nous avions pour vous, je disais tantôt que c'était une question de M. Adama Dembélé. Il souhaitait savoir, est-ce qu'il est possible d'assister à un alignement commun de la grille des commissions des opérateurs de mobile money vis-à-vis des agents? Toujours la fameuse question du commissionnement des agents. Elle revient toujours. J'ai peur que si on le fait, qu'on nous accuse de mettre en place un oligopole. Je pense que la Banque centrale ne permettrait pas qu'on s'entende comme ça sur c'est l'idéal, hein, si on pouvait avoir une grille commune comme ce que l'Ouganda a fait avec le SAPS. Ça aurait pu être quelque chose d'encadré en disant, bon, voilà les tarifs de commissionnement, fixés, figés, puis voilà, c'est les mêmes pour tout le monde, débrouillez-vous pour le reste. Mais ce n'est pas le choix qui est fait. Donc la Banque centrale a fait un choix d'une compétition ouverte. Et d'ailleurs, l'instruction est très claire dessus. C'est pour ça qu'on dit aux agents, vous ne pouvez pas être exclusif. Donc, aucun contrat ne peut vous obliger à être exclusif. C'est pour ouvrir le champ de cette compétition-là, pour permettre de booster les transactions et de mettre les prix les plus bas possibles. Donc, oui, théoriquement, c'est possible parce que ça existe en Ouganda. Mais ce sera difficile chez nous parce que réglementairement, ce serait illégal. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais tantôt sur mon propos sur le réseau de distribution. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant qu'acteurs, c'est renforcer ce réseau-là, dans cette phase, en tout cas, qui arrive. Moi, je ne crois pas en une économie totalement cashless, pour être franc. Tout simplement parce que c'est comme le Wi-Fi. Il y a toujours un fil quelque part. Et donc, je pense que le réseau de distribution aussi, il y aura toujours besoin, à un moment donné, d'avoir un réseau pour faciliter les cash-in et les cash-out. Parce que c'est une question de confiance au système. Si les gens ont l'impression que leur argent n'est pas accessible quand ils veulent le récupérer, ils ne vont pas le laisser dedans ou le mettre dedans. Maintenant, ça prendra une autre forme que la forme qu'on connaît aujourd'hui. Avec l'interop qui arrive, beaucoup de choses vont être chamboulées. Parce que pour le moment, il n'y a pas de coût interchange. Donc, du coup, lorsqu'un client a fait un dépôt chez Orange Money paye les commissions pour ce dépôt-là. Il fait une transaction vers Free Money. Orange Money récupère des revenus pour cette transaction. Mais Free Money, jusqu'à date, n'est pas garanti d'avoir, par exemple, une part de ce revenu généré. Et va supporter des coûts, par exemple, des coûts de retrait. Et donc, voilà, le réseau d'agents va devoir être réinventé, tout simplement. Mais ce ne sera pas par entente mutuelle des
des acteurs pour créer un oligopole. Ça, c'est sûr. Merci, merci, M. Sarr. Merci à l'ensemble des panélistes, M. Adamou, M. Diouf, pour tous les échanges que nous avons eus ce matin. Je crois que nous avons eu des échanges très intéressants. On a appris quand même beaucoup de choses de vos interventions sur ces nouvelles tendances en fait qui sont observées sur l'industrie du mobile money avec un focus particulier sur l'Afrique de l'Ouest et les marchés du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, voilà, sur lesquels vous nous avez appris quand même pas mal de choses. Donc, sur ce, j'aimerais remercier l'ensemble des participants de nous avoir consacré cette matinée pour suivre ces échanges. Je voudrais une fois encore remercier nos éminents panélistes pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci à Merci tous. Au revoir. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.